À chaque fois que je viens vous parler le mardi, c'est toujours la saga avec Trump qui continue. À chaque fois, il prend des décisions. C'est extrêmement inquiétant. C'est vraiment quelqu'un d'imprévisible, entièrement imprévisible, qui crée le chaos. C'est quelqu'un qui respecte jamais sa parole, qui respecte aucune règle, aucun accord. Il respecte même pas les décisions des tribunaux américains. Donc, comment est-ce qu'on peut penser qu'il puisse respecter sa parole avec ses voisins du Nord? Comment est-ce qu'on peut penser qu'il pourrait respecter un autre accord avec les États-Unis et le Mexique qui serait renégocié? Maintenant, la nouvelle affaire avec Trump, c'est l'acier et l'aluminium, 25 de tarifs déjà imposés. Les principaux producteurs d'acier et d'aluminium en Amérique du Nord, c'est le Québec. Donc, c'est une attaque de Trump en règle contre le Québec, contre nos intérêts. C'est nous qui sommes attaqués, c'est le Québec qui est attaqué, donc c'est à nous de nous défendre. C'est M. Legault qui doit défendre les intérêts des Québécoises et des Québécois et des travailleurs et travailleuses du Québec. Et on a des propositions à Québec solidaire. C'est important que M. Legault, oui, est en mission, mais il y a des choses aussi à faire au Québec. On a notamment fait une proposition sur l'achat local. C'est ma collègue Alejandra qui l'a fait et je vais l'inviter à vous la présenter. Merci, Ruba. Vous avez l'achat local et sur toutes les lèvres. Les gens, les Québécois et Québécoises veulent des gestes pour encourager nos entreprises d'ici. Puis maintenant, c'est le tour du gouvernement de montrer l'exemple. C'est beau de faire des vœux, qu'on va acheter local, c'est très noble, mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant en ce moment et c'est pour ça que nous proposons que le gouvernement se dote des quotas d'achat de au moins 75 d'achat local dans les contrats publics. L'objectif, c'est d'offrir un marché ici au Québec à nos producteurs, à nos entreprises qui sont déjà touchées par les tarifs américains. Je pense, entre autres, on parle très peu, mais de nos producteurs agricoles qui exportent 8 milliards de dollars par année aux États-Unis et qui, certains ne savent pas si leur contrat d'exportation va être changé, renouvelé. Et quand tu as une seule récolte par année, on ne peut pas se permettre de l'échapper. C'est pour ça que nous, on va pousser pour que la CAQ adopte cette mesure, un quota d'achat local. J'ai entendu la ministre Fréchette ce matin nous dire qu'on pourrait considérer des critères dans les appels d'offres. Tant mieux. Alors, je l'invite aujourd'hui à nous appuyer dans cette proposition. On va négocier l'accord de libre-échange très rapidement, comme le demande M. Legault. En fait, comme je le disais tantôt, Trump ne respecte aucune règle. Il y a un accord que lui-même a signé, on l'a signé avec lui en 2018, et malgré tout, il ne le respecte pas. Fait qu'on pourrait bien renégocier. Le risque, c'est que si on renégocie, c'est pas nous, le Québec, tout seul autour de la table. On a les autres provinces, c'est le fédéral qui négocie. Mais le risque, c'est qu'on négocie à rabais. Et ça, c'est un risque réel. C'est ce qui est arrivé aussi. On l'a vu avec l'Union européenne, par exemple, quand on a négocié, on a laissé tomber les fromages québécois au bénéfice des intérêts de l'Ontario. Donc ça, c'est un risque. Et il ne les respecte pas. Fait que moi, ce que je dis, c'est que M. Legault, maintenant, ce qu'il doit faire, ce sur quoi il doit se concentrer, oui, faire le travail qu'il fait à Washington avec ses homologues, puis essayer de faire entendre la voix du Québec. Mais ici, au Québec, il peut faire des actions. On en a parlé, que ce soit d'aider les Québécois face à la crise économique dans laquelle on va se retrouver. Et on voit déjà les travailleurs-travailleuses perdre leurs emplois, que ce soit dans les services publics, ne pas couper des emplois, le logement, mais aussi d'avoir des propositions comme celle qui est proposée par Alejandra, d'avoir des quotas d'achat local. On ne peut pas tout le temps en parler à chaque crise, puis après ça, oublier ça, puis se retrouver avec quoi? C'est 52 là, seulement qu'on achète québécois sur les marchés publics. Il va falloir montrer les dents face à cette situation-là, face à Trump, et défendre nos intérêts. Et c'est pas en renégociant. Les entrepreneurs le disent sur le terrain, c'est l'incertitude qui est vraiment là problématique. Vous dites il ne respecte pas son accord. Mais est-ce que renégocier un accord 2.0 ou 3.0, appelez-le comme vous voulez, ça n'enverrait pas un message où Donald Trump ne se dirait pas « OK, je l'ai négocié en bonne et due forme », il n'y aura plus d'incertitude, puis ça peut être une bonne stratégie pour le Québec. Il faut le faire. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il le fasse. Pas ça que je dis. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition-là de M. Legault de le faire au plus sacrant? Moi, ce qui m'inquiète, c'est que si on y va au plus sacrant, comme il dit, et rapidement, c'est que finalement,
on fasse des concessions. Parce que Trump, ce qu'il veut, c'est créer le chaos, inquiéter tout le monde, pour qu'après ça, on ne comprend pas très bien ses intentions, on essaie de deviner, pour après ça lui donner des choses. Et finalement, on va lui donner des choses et on va concéder. Puis ça va être encore les travailleurs, travailleuses, ça va être les entrepreneurs qui vont perdre. Et après ça, il ne le respectera même pas. Donc, j'ai juste peur de cette idée de lui donner des concessions. Oui, on peut renégocier, rediscuter, faire du travail, bien sûr, c'est ce que je dis. Il faut continuer, il faut essayer, il faut tout le temps essayer, on n'a pas le choix. Mais, entre-temps, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de résultats. Et surtout, je mets en garde M. Legault de ne pas mettre de côté et faire trop de concessions pour les intérêts des Québécois et Québécoises. On ne sera pas plus avancé. Rapidement, sur le déclenchement de l'élection partielle dans Terrebonne, il était temps, j'imagine? Oui, il était temps. Nous, c'est sûr que là, on est prêts. On avait déjà aussi notre candidate, mais avec tout ce qui se passe avec les tarifs de Trump, on ne venait pas à chaque matin parler de l'élection de Terrebonne comme le faisait le Parti québécois chaque matin. Maintenant, on sait, on a une date, c'est fait. Et moi, je vais être présente avec Nadia Poirier, notre candidate, qui est très proche du monde, qui vient de Terrebonne, qui habite là, une mère de famille qui connaît la réalité des gens de Terrebonne. Et je vais être présente pour le lancement. Je vais faire du porte-à-porte et aussi, on va faire une assemblée avec tous les militants et militantes qui sont prêts pour cette campagne. Ça va être le 16, ce dimanche. Ouais. Mais ça vous préoccupait pas, le fait que les électeurs de Terrebonne ne se retrouvaient pas représentés? Ah oui. Ça ferait 5 mois. Tout à fait. On a tardé trop pour la déclencher. C'était important que les gens du Terrebonne soient représentés. Et maintenant, on a une date, donc on est prêt, on était prêt. Ça fait un bout de temps que notre candidate, Nadia Poirier, était prête. Et est-ce que vous trouvez ça particulier, la manière dont ça se fait? Le Parti québécois dit que ça s'est fait en catimini, François Legault n'est pas présent. Bien, nous, on est pour des élections partielles à date fixe. Ben, c'est-à-dire qu'il y ait comme dans la manière règle. dont ça s'est fait, dans la manière dont ça a été annoncé. Ben, c'est pas la chose qui me préoccupe le plus en ce moment avec la situation économique, mais c'est vrai que ça peut se faire de façon plus transparente et que ce soit plus réglementé avec le DGEQ, la façon qu'on tient des élections en date. Bien, nous, on a besoin, en ce moment, on voit la montée de la droite partout, la droite aux États-Unis, avec Poilievre, Sylvien, là, je sais que on est dans une situation imprévisible et inquiétante. Donc, on a besoin d'une voix de gauche à l'Assemblée nationale. On a besoin de gens qui défendent les intérêts des gens de Terrebonne, des Québécois et Québécoises. Le transport en commun est un enjeu extrêmement important. La crise du logement, nous, à Québec solidaire, on a demandé au gouvernement qui nous dit aussi qu'il veut faire des corvées économie, bien, on veut qu'il y ait une corvée transport en commun et c'est un enjeu très, très important. Bien, moi, je vais être présente. On a des militants et militantes qui sont là, qui sont prêts, qui commencent dès maintenant dans cette campagne-là. Et après ça, on va voir le résultat, mais c'est sûr qu'on voudrait avoir un bon résultat. Vu les sondages, est-ce que vous redoutez le résultat? Non, je redoute pas. On va être présent, on va travailler fort. Nadia, c'est la deuxième fois qu'elle se présente. C'est une fille de la place qui connaît les enjeux des familles et on est très fort sur des enjeux qui préoccupent les gens de Terrebonne, la crise du logement, le transport. Moi, je suis allée dans la tournée que Québec solidaire, on a fait un peu partout au Québec. J'avais rencontré les élus locaux, le maire de Terrebonne, et ils ne parlaient que de transport, où est-ce qu'ils sentent que leur région a été délaissée. Puis c'est vrai, ils ont raison. La CAQ les a laissés tomber. En appuyant sur le fait que QS n'était pas assez présent dans le 4-5-0 là, en banlieue, qu'est-ce que le résultat de l'élection de Terrebonne va dire justement sur la place de QS dans les banlieues? Bien, moi, je vais être présente. Je vais être aussi présente avec Étienne. Donc, on va être plusieurs députés à aller là-bas. On va tout donner le maximum qu'on peut et continuer à parler haut et fort des enjeux des gens qui habitent dans les banlieues. Moi, je suis une fille de banlieue, puis les gens de banlieue n'aiment pas ça, dire qu'ils sont des gens de banlieue, parce qu'il y a des gens qui habitent, qui travaillent dans la région, et donc, c'est des villes à part entière, puis ils ont besoin de services importants, que ce soit des services en santé, services de transport, et aussi de contrer la crise du logement, l'accès à la propriété. C'est des enjeux sur lesquels on est très présent, et ils vont le découvrir avec Nadia Poirier. C'était 12,2
7 % Si vous faites en bas de ce score-là, est-ce que vous allez être déçu? On va travailler très fort et moi, je suis confiante que quand les gens vont découvrir Nadia... Vous, un objectif? Je ne discuterai pas des objectifs exactement et tout ça. On va travailler fort pour faire le plein d'électeurs et électrices de Terrebonne. Et on est vraiment en ligne avec Nadia sur les priorités des gens de Terrebonne. Peut-être un mot sur le projet de loi 83. En ce moment, il y a des consultations ce matin. Là, la position du Collège des médecins, premièrement, là, c'est ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui. Ils se font entendre ce matin concernant de retirer le statut de médecin non participant. C'est quoi votre lecture d'abord, votre position par rapport à ça? Bien, on est entièrement d'accord avec le Collège des médecins. Le Collège des médecins, c'est un ordre professionnel, donc dans sa mission, c'est de protéger les gens, les patients qui vont dans le système public. Et donc, c'est le chien de garde des patients dans notre réseau. Et donc, c'est important de les entendre. Et vous en avez déjà entendu Vincent Marissal parler de cette pratique où est-ce que les médecins peuvent se désaffilier et revenir. Nous, on est pour interdire la désaffiliation des médecins vers le privé. Et d'ailleurs, on va déposer une motion aujourd'hui en lien avec ça qui interdit la désaffiliation des médecins. Et là, ils vont être là à 11h30, le Collège des médecins. J'invite M. Dubé à prendre des notes, à bien les écouter, à comprendre leurs arguments et aussi à être convaincu puis de voter pour la motion de Québec solidaire. Peut-être de moins en moins convaincu, parce que M. Marissal disait on se réserve le droit. Et là, ça en fait de la Fédération de médecins qui sont braqués contre ce projet de loi-là. J'entendais la Coalition sur la santé, Coalition canadienne sur la santé ce matin, Collège des médecins, les fédérations en tant que telles. Alors, ça va-tu dans le mur avec ce projet de loi-là? Bien, c'est que le gouvernement de la CAQ essaye, avec un projet de loi, de faire des choses puis de montrer qu'il est en train de travailler dans l'intérêt des Québécois, mais on le voit. Puis là, les experts aussi lui disent que ça ne va pas régler le problème. Je veux dire, au Québec, là, il y a 800 médecins désaffiliés. En Ontario, le premier ministre, ça fait longtemps qu'il se compare moins à l'Ontario. C'est 17. En Colombie-Britannique, c'est 2 médecins seulement. 800. Les gouvernements précédents, incluant le gouvernement de la CAQ, ont laissé aller le privé all-in en disant que, soi-disant, ça va nous protéger puis ça va permettre plus d'accessibilité puis plus de services. C'est faux. C'est faux et c'est pas juste Québec solidaire qui le dit, c'est les médecins et les experts. La loi 69 qui va être enfin à l'étude cet après-midi. Comment vous appréhendez là, ce projet de loi-là alors qu'il avait été un peu mis de côté en raison de M. Trump? Là, il revient, mais M. Trump est toujours là puis l'insécurité est toujours présente. Ouais. Bien, pour nous, il y a 2 objectifs. Le premier, veiller à que la production des hydroélectricités puis de l'électricité plus largement ne soit pas faite par le privé. Il faut quand même garder le contrôle sur nos ressources, notre énergie, que ce soit en hydro, que ce soit aussi au niveau de la production éolienne. Le deuxième, c'est veiller à que les tarifs n'augmentent pas là, avec les coûts de la vie auprès des citoyens et citoyennes. Puis bien sûr, on va attendre de voir s'il va y avoir des amendements puis des changements qui vont être mis. On n'est plus du tout à la même époque qu'il y a 1 an lorsque ce projet de loi a été déposé. Fait qu'on va prendre connaissance des amendements puis des changements de la ministre de l'Énergie pour pouvoir commenter la suite. Rapidement, qu'avez-vous pensé des pratiques de favoritisme à l'égard de la Fondation Jasmin Roy qui sont rapportées là, dans un rapport du protecteur du citoyen? Bien, j'ai lu l'enquête là, dans Le Devoir, puis c'est vraiment très inquiétant. C'est des agissements inacceptables. Donc, il faudrait voir... tu sais, c'était le Parti libéral là, qui disait qu'il y avait du favoritisme. Là, en ce moment, tu sais, avec cette fondation-là, il faudrait regarder un peu plus, puis il faudrait que parce que la mission est quand même importante et il faudrait pas que ce qui a été révélé dans l'enquête nuise à la mission de cette fondation. Que ça se soit répercuté après l'arrivée au pouvoir de la CAQ? Bien, en fait, j'ai pas tous les détails par rapport à à quel point est-ce que le gouvernement de la CAQ maintenant fait affaire avec eux. Peut-être est-ce qu'il faudrait qu'ils regardent un peu plus ce qui s'est passé et peut-être qu'ils fassent... Il faudrait voir s'ils ne devraient pas faire une enquête pour s'assurer avant de faire affaire avec cette fondation-là que ces agissements-là
est arrêté. C'est ce que je comprends. Fait que ça, c'est inacceptable, ce genre de situation-là. Pour bien comprendre, Oui. vous demandez la tenue d'une enquête? Bien, c'est-à-dire que je laisse le... Parce que j'ai pas tous les détails, là. Je veux pas dire il faut une enquête. Je ne sais pas tous les détails, à part ce qu'on a lu dans les médias. Fait que ça serait au ministre de la CAQ, au ministre de l'Éducation, de regarder un peu plus en profondeur ce qui se passe, de poser des questions, de chercher qu'est-ce qui doit être fait, puis de revenir avec ça. Parce que si ce genre de situation-là a eu lieu réellement de la part de M. Jasmin, bien, ça serait important que ça arrête, puis pas de nuire à la mission qui est quand même louable de la Fondation. M. Roy a été nommé au début du mois dans un comité consultatif sur les coops d'habitation. Est-ce qu'il devrait perdre son poste? Je vais laisser, bien, ça serait quelque chose à regarder. Je vais laisser le gouvernement voir, est-ce que, tu sais, de voir un peu plus, de poser des questions, puis de voir est-ce que ça devrait, est-ce qu'il devrait rester ou pas. C'est à eux de répondre. J'ai pas tous les éléments pour vous le dire, mais tout ce que je sais, c'est que ce qui a été révélé dans l'enquête est inquiétant. Puis si ça s'avère réel, bien, il faudrait que ça arrête. En anglais? Hello. So it's a bad idea. You think that Mr. Legault keeps repeating, and again in the last few hours, that we should renegotiate the agreement between Canada, Mexico, and the United States. Well, Trump doesn't respect anything. He doesn't respect any rule, any agreement. So it's if Monsieur Legault wants to renegotiate this agreement, it's okay. But the important thing is not to renegotiate and to sacrifice Quebec interests, as we saw in the past. So it's important if he says, oh, we want to renegotiate very fast, and at the end he sacrificed our interests, Quebec interests. This is a bad idea, and we will not be advanced in that, and it will be worse even for the economy. So he can try, it's okay, but what's important for Monsieur Legault and what's urgent is to act here in Quebec, for example, by having this local, comment on appelle ça, les achats locaux? Local supply. Yeah, local supply here in Quebec for our suppliers here, Quebecers suppliers. The government buy only for 52%. It's not enough. It's important to increase this rate to 75%. So this is a way that Monsieur Legault can protect our economy and our workers here in Quebec. And Terrebonne. Yes. It's about time that the Premier called the by-election for March 17th. Yeah, well, it's important for the citizens of Terrebonne to have somebody eminent to represent them. So at Québec Solidaire, we are ready. We have our candidate, Nadia Poirier. It's the second time that she rides in Terrebonne. And I will be there with Étienne Grandmont this Sunday to do porte-à-porte and, and to talk with the citizens there. Just back on the tariffs, Madame Zaga-Mendez, I just want to get a sense of, do you agree with the Premier's claims that renegotiating the agreement could help with the uncertainty right now? Well, as we said, we can open the agreements. For a while, we've been saying there's so many things on those agreements that are not at the advantage of Quebec. So the only condition for us is that we open these free trade agreements. It has to be in the interest of our business. For us, what we can do right now, independent of the negotiation, is to start putting quotas in the supply of goods, especially goods, because services, it's really easy to have local services, but the goods, we have a lot to work to do on that. That's what we're proposing. Everybody's talking about buying local, but now the government needs to lead by the example. So for us, that can be done independent of the renegotiation, but by we open the agreements, we have to put their clauses that are going to benefit what we call circuits, local buyer circuits, because now that's what affects us. That's what we are with the tariffs in aluminum, for instance. That's the effect that has on our businesses. The fact that it's aluminum and steel. Do you think that this is, in a sense, the worst case scenario for Quebec? Well, we need to start by looking at the effects, because what Trump decided is that everybody's going to be affected by the tariffs. Therefore,
it's not, we're going to still have this competitive advantage in the sense that we still have we own the main aluminum and steel resources, and we're going to continue to export them. So it's going to be the business in the United States that are going to pay the price. However, they are going to be side effects, as the fact that, for instance, our cans, the canned products that we use for beers, for instance, we import them from the US. So we use our steel, our aluminum here in Quebec, send them to the States, and we don't have here the production system to do that in shops here in Quebec. So we have to look at that impact, and if we are to open the trade, we have to look at how we're going to be able to keep also manufacturers of our aluminum and steel here in Quebec. Should we be tariffing Tesla cars? Like the Sorry? NDP, Tesla cars, the NDP is suggesting we put a tariff on those vehicles. Okay. What do you think about that? To be honest, I haven't looked at the impact of that, so I'm not sure if it's a good idea or not. Scriba was saying we need to respond. We need to respond to those tariffs. And meanwhile, what we can do is have quotas in supplies of goods from the government, from the Quebec government, using our money to supply goods such as food, such as wood already in our public institutions. That can be done right now. I cannot tell you about the effects on Tesla. But for tariffs, we already made a suggestion. It was to increase the tariff of electricity that we export to United States. After that, there's like a bunch of things that we can put in things here made in Quebec or what we import from the United States, and to put tariff also on it. We should study the impact of these tariffs, because if we decide to put tariffs on a lot of things, or on Tesla, for example, it's important also to study what's the impact, and we don't have all the details in here. So it's possible to add products that we put tariffs on it, but a study should be done by the government before that. Merci. Merci.